tous et bienvenue pour cette conférence consacrée aujourd'hui à la décoration, mais surtout à travers le retour des ensembliers. Alors, que sont les ensembliers? Les ensembliers, c'est une notion qui a eu une heure de gloire dans les années 20-30. Il s'agissait de personnes qui travaillaient afin de créer, d'harmoniser des intérieurs, qui pensaient l'intérieur totalement, complètement, en mixant les styles, les époques, les objets, etc. Cette notion, petit à petit, est tombée en désuétude, a été remplacée par les architectes d'intérieur dans les années 70. Et depuis quelques années, elle fait son retour. Elle fait son retour à travers des personnalités passionnantes. Vous en avez 4 devant vous aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, qui vont vous raconter de quelle manière ils sont désireux tous d'écrire autrement des histoires à vivre. Alors, on va partir de votre droite. On a d'abord Ève Ducrot et Arnaud Dollinger. Bonjour. 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 Vous êtes tous les deux membres du duo créatif studio Oda pour Objet d'affection. Ensuite, Joséphine Fossé, bonjour. Bonjour Daniel. Ensemblière, curatrice d'art et décoratrice. Et Alessandro Moriconi, ensemblier et directeur artistique de l'agence Ambert et Poyet. Bonjour. Alors, vous allez voir, ils ont des parcours extrêmement différents, mais j'ai une première question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez. Qu'est-ce qu'est un ensemblier et en quoi consiste son action? Et est-ce que pour vous, c'est vraiment très différent du travail d'un architecte d'intérieur? Qui se dévoue pour commencer? Ève. Marche. Je dirais qu'un ensemblier, en fait, il est entre ornementation et fonctionnalité, quelque part, et il a en fait en charge vraiment de mettre en avant l'art d'habiter. Il a en fait c'est un métier de service aussi avant tout. Donc, il est question, quand on est ensemblier, finalement, on est face à un client, face à une personnalité qui ne peut pas se contenter uniquement de l'aspect fonctionnel justement d'un aménagement d'un espace. Et l'ensemblier est là pour apporter une forme de supplément d'âme, quelque chose qui finalement permette au client que nous, on a en face de nous, de lui permettre de mettre en avant véritablement sa singularité, sa personnalité à l'aide d'objets, de mobilier, de matières, de couleurs qu'on va définir avec lui. Et nous, on est là un petit peu pour finalement célébrer la personnalité du client et qu'il puisse en fait mettre en avant sa singularité et sa personnalité. Joséphine, Alessandro, Arnaud. Non, je vais laisser peut-être la parole à Joséphine, non? Je ne sais pas. Là, c'était ODA. Je rejoins exactement ce qu'il vient de se dire et je rajouterais aussi, c'est une sorte de chef d'orchestre artistique qui a vraiment cette notion de conception, de coordonner aussi l'ensemble, de faire cette synthèse des arts, en fait, d'orchestrer tous les talents qui travaillent autour d'un projet, d'être le garant de cette harmonie globale. Et d'orchestrer tous ces talents-là. Et c'est vraiment, moi j'aime bien cette idée aussi de fournisseur un peu d'idées, contrairement, enfin, et c'est vraiment en complémentarité avec un architecte d'intérieur qui lui a une approche plus structurelle des volumes, plus de technique. Et donc c'est un architecte d'intérieur peut être aussi ensemblier, mais c'est aussi ces deux disciplines qui se complètent. Donc j'aime bien cette notion de synthèse des arts, de coordonner l'ensemble des arts qui figurent dans un projet de décoration d'intérieur. Après, pour revenir au fait le mot assemblée, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... Je pense qu'on a remplacé ce nom avec creative director. Pour moi, il n'y a vraiment une différence entre l'architecte, oui, il crée une coque, il crée des volumes, et l'assemblée et le décorateur et l'ODA, pour moi, ils ont le même rôle. En fait, ils vont avoir, comme on vient de dire, créer un univers et se projeter dans la personne qui va habiter le lieu, en arrivant justement, peut-être qu'un architecte d'intérieur, dû ses études, dû le parcours qu'elle peut avoir, il se limite à certains
à certaines limites qu'il peut s'imposer lui-même, plutôt techniques, qui est l'assemblier et le décorateur, il va vraiment dans le détail, jusqu'à choisir l'art de la table, qu'est-ce qu'on peut trouver sous la table des chevets, vraiment aller loin dans la linge de démarche. maison. Exactement. Oui, tout à fait. C'est comme ça que, exactement, c'est pour compléter. On va penser vraiment aux moindres petits détails qui vont faire le 100% de la finition pour la satisfaction du client final, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire. Mais on va chercher le moindre petit détail dans un coin de porte derrière pour que l'ensemble total soit complètement homogène dans n'importe quelle pièce de la maison, en fait. C'est cette passion d'aller chercher toujours plus loin le petit détail en plus qui fait la différence par rapport à un architecte d'intérieur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas carte blanche. Ça veut dire qu'on doit se mettre de la vie de quelqu'un pour comprendre leurs besoins, leurs goûts. Du coup, il y a beaucoup d'échanges avec la personne qui est en face de nous, la cliente. Ça peut être une famille, ça peut être parfois aussi des groupes hôteliers. C'est vraiment prendre un step back et comprendre le besoin pour arriver à décorer le lieu de la personne. En fait, on vit la vie de la personne pour certains moments, parce qu'à la fin, quand on choisit les livres, quand on choisit, bien sûr, on doit s'adapter à leur goût et à leurs besoins. Alors, c'est passionnant ce que vous dites, et ça tombe bien, ça me permet de faire la transition. Comment se met-on dans les pas ou dans la peau de quelqu'un? Vous avez tous des parcours très différents. Alessandro, vous venez de l'univers de la mode. Joséphine, de suite de l'histoire de l'art et des maisons de vente. Ève, vous avez eu une carrière muséale, graphique, avant de tenir un stand au Puce avec Arnaud. Tous, vous êtes aujourd'hui ensembliers, et du coup, on a envie de savoir comment êtes-vous devenus ensembliers chacun? Est-ce que vous pouvez chacun nous raconter un peu rapidement votre parcours et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça s'est synthétisé dans cette manière très particulière de travailler? Alors, pour faire rapidement sur le parcours, c'est vrai que moi, de formation, je suis menuisier ébéniste avec une petite spécialisation en marqueterie. Donc déjà, dans ce cursus-là, quand on fait de la marqueterie, on va vraiment aller dans les micro-détails et les micro-finitions comme les ébénistes. Voilà. Après, dans mon parcours, moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier de décorateur, ensemblier, en fait, c'est l'art de... J'ai toujours senti très tôt que les univers habités, chargés, surchargés ou pas, ou minimal, en fait, c'est créer une atmosphère singulière, en fait. Quand on s'est lancé avec Ève au Puce, au marché Paul Bert, en fait, on a voulu dépoussiérer le côté marchand, parce qu'on a un amour fou pour l'objet, pour le mobilier du XXe siècle au sens large. On a voulu un peu dépoussiérer Paul Bert, les puces, en créant vraiment du décor habité, que les mobiliers se parlent, les objets se parlent entre eux, les couleurs se parlent entre elles, que le sol réponde au plafond. Et c'est dans ce sens-là qu'on revient au terme ensemblier, c'est-à-dire que c'est créer un dialogue et une histoire globale dans un univers. Et les puces ont été pour nous un super laboratoire d'essai, puisque c'est des petits box de 12 mètres carrés, de 3 par 4, sans fenêtre. Et tous les mois, on changeait nos décors, tout simplement pour faire un peu comme on fait dans la mode. Pour moi, l'ensemblier Comme aussi, les vitrines. comme les vitrines, ou comme la manière dont on s'habille. C'est-à-dire qu'on peut être un ensemblier par rapport aussi aux vêtements qu'on porte. On fait de l'association. Et au plus, ça nous a vraiment donné, avec Ève, une envie de sortir après ces 2 ans au marché Paul Bert du métier de simplement être marchand, et d'où la création d'ODA. Voilà. Ève, vous avez un parcours qui est un petit peu différent parce qu'au départ, vous n'étiez pas dans l'objet. Non, exactement. J'étais pas dans l'objet, mais malgré tout, comme j'ai une formation d'histoire de l'art à l'école du Louvre et puis ensuite à Paris 4, j'ai quand même été toujours très sensible à l'objet, à l'art décoratif, à l'ornement, d'autant plus que j'avais une spécialisation en art de l'islam, donc l'ornement a une grande place dans les arts de l'islam. Après, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu singulier, mais
ce qui peut aussi se rejoindre avec le métier d'ensemblier, c'est que à une époque de ma vie, au-delà du musée, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelait Pouty Paris, qui est quelque chose, qui était une marque de vêtements pour enfants, haute couture, sur mesure. Et là, on retrouve en fait finalement mon attrait pour les savoir-faire, la question aussi finalement de la ligne, de ce qui crée justement en fait le tombé d'un vêtement et l'harmonie d'une ligne et d'une structure, et ce qu'on peut retrouver aussi quand on cherche à créer un décor et avoir une vision assez globale d'un décor et d'un ornement. Joséphine, vous êtes passée par les maisons de vente. Exactement, donc j'ai débuté moi ma carrière chez Christie's en tant que spécialiste en art impressionniste et moderne. Et ce que j'aimais moi, c'était dans ce métier-là, c'était de faire toutes les recherches historiques, iconographiques sur chaque œuvre, d'où elle venait, etc. Et ce qui me fascinait le plus, c'était pas les ventes spécialisées, c'était surtout les ventes de collections, comme les grandes ventes de collections de, par exemple, toute la collection de Yves Saint Laurent, Pierre Berger, Givenchy, Château de Gourdon, qui était la plus grande collection d'art déco en main privée. Et en fait, c'était vraiment pendant ces ventes-là que j'étais vraiment fascinée par de voir toutes ces disciplines rassemblées, l'orfèvrerie, le mobilier, les époques, l'art asiatique, et cette manière absolument magique d'être orchestrée et se marier ensemble. Et c'est là où je me suis interrogée sur la place de l'art dans les projets d'architecture d'intérieur. Et j'ai créé une première entreprise il y a 13 ans, 2013, qui s'appelait ATE27 et qui était vraiment spécialisée. J'avais une associée à l'époque et on a vraiment été les premières à créer, réinventer un peu ce métier de curateur d'art surtout pour des clients ou des hôtels historiques. Donc on s'occupait de créer toute la collection d'œuvres d'art, d'objets, de livres aussi pour beaucoup de projets à l'étranger et des hôtels historiques comme le Lutetia, Claridge à Londres, Rosewood à Vienne. Et le point de départ, c'était on avait besoin de se replonger, comme chez Christie's, se replonger dans l'histoire du bâtiment, de la culture locale, etc. Et en fait, on constituait du coup cette collection, on faisait beaucoup de curation, donc on commissionnait beaucoup d'artistes, d'artisans locaux et recherche aussi d'objets vintage. Et le but, c'était de refléter l'âme de ces lieux magiques. Et au fil de ces 10 dernières années, donc, dans l'hospitality, on me demandait de plus en plus mon avis sur l'art de la table, sur les uniformes, sur l'art olfactif, ce qu'on disait avec Alexandro aussi, ce métier aussi de directeur artistique. Et donc très vite, en fait, j'étais frustrée d'arriver à la fin des projets parce que toutes les recherches historiques, iconographiques qu'on crée, toute la partie concept, elle pouvait nourrir tout le projet sur toutes les disciplines. Et donc, il y a 3 ans, j'ai vendu mes parts de ma première entreprise et recréé un studio qui porte mon nom aujourd'hui. On est une dizaine de collaborateurs et où je peux enfin exprimer ce métier d'ensemblier 360 avec un département lié plus tout ce qui est identité, branding, storytelling. Donc, c'est vraiment très lié sur la partie recherche. Un pôle architecture d'intérieur, décoration. Et un dernier pôle curation artistique, donc toute cette recherche d'objets, d'œuvres, de commissions, qui est donc mon cœur de métier. Et c'est vrai que du coup, l'art, c'est vraiment notre fil conducteur sur l'ensemble des projets. Et donc, dans chaque pôle, maintenant, il y a vraiment des experts dans chaque domaine. Alessandro, vous êtes arrivé encore avec un chemin différent. Exactement. Qui est celui plutôt de la mode. Racontez-nous. En fait, pour faire un lien à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la mode, j'ai travaillé comme designer de la mode pour différentes marques. Et quand on crée une collection, on crée des habits pour des personnes qui ont une vie et qui ont une maison, qui ont un lieu. Et justement, le côté déco, ça ramène toujours à... Quand on crée un défilé, du coup, il y a sûrement un lieu. On crée un shooting, du coup, il y a un lieu. Ma première partie de carrière, c'était justement comme designer des vêtements. Suite à ça, j'ai travaillé comme assistant DA pour des magazines comme Vogue Italia. Et justement, c'est la deuxième partie où je travaillais comme DA, c'est qu'on crée des mood boards. Et quand on crée des mood boards, en fait, on devient assemblier, on devient décorateur à la fois, comme à la fois, après, comme on vient de dire, on est chef d'orchestre et on ramène à petit des savoir-faire différents.
Comme encore aujourd'hui, l'assemblée ne peut pas travailler tout seul, surtout on peut travailler avec Joséphine sur certains projets, parce qu'en fait, il a une expertise. On donne une idée globale, mais l'expertise, c'est quand même la qualité de chacun, et c'est ça qui va faire la différence sur un projet. Mais je reviens sur l'idée qu'on est un chef d'orchestre et qu'on travaille tous pour le mieux du projet. Pour revenir à ça, comment je suis arrivé à ce travail aujourd'hui, c'est qu'au début, j'ai commencé à travailler comme consultant pour des architectes, justement pour créer des lieux qui étaient au début éphémères. Suite à ça, j'ai commencé à travailler pour eux, toujours pour des hôtels. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, c'est mon moment et c'est le moment de faire mon travail. Alors, la grande question qu'on se pose quand on n'est pas créatif soi-même, c'est où trouve-t-on des idées? Puisqu'en fait, vous inventez des lieux, vous inventez des vies, vous travaillez avec des personnes réelles qui vous donnent des briefs réels, mais pour lesquels vous imaginez quand même énormément de choses. Comment travaillez-vous sur un nouveau projet et de quelle manière nourrissez-vous votre créativité? Est-ce que c'est via des expositions, des livres, des films, des séries, des modes? Comment ça se passe? Comment on remplit sa boîte de créativité? Déjà, il y a un échange très important avec le client. Déjà, en fait, on se nourrit, on prend toute la matière de lui déjà. On prend toute sa matière. Nous, par exemple, on propose un petit questionnaire à nos clients. Et puis vous discutez, j'imagine, Et beaucoup. on discute beaucoup. Et un questionnaire un peu insolite, un peu décalé, qui nous permet d'aller un petit peu, de gratter un peu pour comprendre la personnalité vraiment des personnes qu'on a en face de nous. Ensuite, à partir de ça, en fait, alors comment on s'inspire? C'est vrai que nous, Arnaud et moi, on a beaucoup d'inspiration en termes de musique, de film, de mode. De mode, aussi beaucoup dans des associations de couleurs justement. Après, en fait, les inspirations, c'est même, en fait, c'est, je ne sais pas si on s'inspire ou si de toute façon on est fait de telle manière que, je vais dire n'importe quoi, mais la manière dont le gobelet est posé sur la table là, et l'association du blanc et du noir et peut-être d'une forme et d'une transparence. Hop, on va peut-être le capter ça en regardant et en se disant, tiens, en fait, ça pourrait être une composition, ça pourrait être finalement, tiens, une applique ronde sur un fond noir avec un globe transparent blanc, ça pourrait hyper bien convenir pour cet espace. En fait, c'est mille choses qu'on capte de façon assez... de manière très instinctive. Très instinctive. Après, effectivement, malgré tout, on revient quand même toujours au client parce que c'est quand même la personnalité principale, l'interlocuteur principal, que ça soit tertiaire ou résidentiel, comme disait Arnaud. Et finalement, ce qui peut être assez amusant, c'est que nous, effectivement, on cherche à créer quelque chose qui l'incarne totalement. Donc, on sait que le client va faire appel à nous pour un ADN qu'on a, une manière de certains types de détails, une manière de composer, une manière de structurer. Mais ensuite, il faut qu'on laisse un petit peu notre ego de côté, nous, forcément, pour finalement transmettre véritablement le projet au client et qu'il puisse se l'approprier totalement parce que on travaille pour ça, en fait, pour le célébrer lui et finalement pour incarner sa personnalité à lui. Et finalement, ce qui est parfois assez amusant, et on avait encore le cas hier sur un projet sur lequel on travaille avec un rendez-vous avec nos clients, c'est quand le client nous dit « c'est moi qui ai tout fait ». En fait, ça finalement, c'est que le projet est presque super réussi. Voilà. C'est qu'on a complètement réussi à intégrer la personnalité du client dans son intérieur. Et c'est ce que elle expliqué. Et ouais, c'est vrai que la réussite du projet, elle est là. C'est quand dès le premier jour, la première minute de livraison, la personne dit, mais en fait,
Oui, ça c'est moi, c'est exactement ça. C'est moi qui ai eu ce projet-là, c'est moi qui ai eu cette idée-là, non? Et là, pour nous, c'est un projet réussi. Voilà. Je rebondis parce que c'est exactement ça sur la partie. Et je pense que ce nouveau métier, cette nouvelle approche de la décoration où il y a vraiment ce au service d'eux, où je trouve qu'il y a moins de, pas, je ne vais pas dire moins d'ego, mais c'est sûr que c'est vraiment l'objectif premier d'être au service du client. Et les projets les plus réussis, c'est vraiment cette rencontre entre l'univers du client, sa personnalité, l'histoire et la nôtre. On est vraiment au service d'eux. Donc c'est pour ça que je rebondis, parce que c'est vraiment ça. Et pareil, un de mes clients, il m'a dit à la fin du projet, je me sens enfin chez moi, alors que ça faisait 8 ans qu'il était chez lui. Et ça, c'est ce qui m'a le plus ému. Donc pour revenir à la question sur les sources d'inspiration. Donc c'est vrai que toute la partie matière qu'on retranscrit, notre but c'est vraiment de révéler la personnalité, les envies avec notre œil à nous et notre expertise. Donc c'est vraiment cette traduction de là. Et l'inspiration, elle est en tout cas nous dans notre approche, si le bâtiment est historique, on a besoin de se plonger, de s'enraciner quelque part. Donc si c'est un bâtiment historique, il y a tout un travail de recherche iconographique, historique, de retracer toute l'histoire et de pouvoir se rattacher à ça et mixer avec l'histoire du client, évidemment. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'inspiration, elle est plus on s'ancre dans l'histoire ou dans la personnalité, plus le lieu devient plus intemporel et on est loin des modes éphémères. Là, les images qui défilent, c'est un chai qu'on a fait à Sancerre, avec un tout travail de minéralité, de matériaux, avec une installation de Mathias Kiss qui faisait écho à la vigne. Donc plus en fait, nous, voilà, chaque objet, chaque installation, chaque couleur, chaque chose qu'on a choisie est vraiment justifiée. Donc elle s'ancre dans le projet, ce qui nous permet de créer des lieux à l'image de nos clients. Chaque projet est complètement différent et s'inscrit dans une certaine intemporalité. Et vous, Alessandro, comment fonctionnez-vous? Je pense que la façon de travailler, c'est, comme on vient de dire, on est au service du client. Pour moi, la partie la plus difficile, c'est quand ça arrive et tu as des clients en face de toi et qu'ils disent je ne sais pas. Et c'est là qu'ils te disent, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment? Et c'est là justement où on pose des questions, on passe du temps avec. Mais pour revenir à la question de comment on trouve des inspirations, je pense que l'exemple de la table noire et le verre blanc, c'est qu'en fait, il y a des trucs au quotidien qui nous inspirent. Et comme je dis plusieurs fois, moi, ce qui m'inspire le plus, c'est justement une personne, une façon qu'ils s'habillent, sa vie. En fait, j'essaie d'imaginer ma vie et j'ai presque créé un film autour de cette personne qui, c'est pour moi une source d'inspiration à la suite. Ça veut dire que, je fais un exemple, je suis à un café, je vois une dame qui arrive et qui est, exemple, Flo Chloé avec du Phoebe Philo en top-off. Je me dis, OK, ça, c'est une femme qui peut habiter dans un certain lieu, dans un certain quartier. Et du coup, je vais, en gros, créer une histoire autour de ça. Et en parallèle, franchement, je pense que la chose, au jour d'aujourd'hui, la plus inspirante, c'est une rencontre avec quelqu'un. Ça veut dire l'échange qu'on peut avoir avec la personne. Parce qu'aujourd'hui, on est bouffé par des images de tous les côtés. Même tous les livres qu'on peut avoir, OK, peut-être les images, on l'a vu 20 fois avant. On achète des magazines déco, les images, on l'a vu 20 fois avant sur Instagram. Et on n'a plus ou moins, et on n'a plus du tout le même approche. Ou la même surprise. Exactement. Mais même le sentiment de la personne, comment elle a vécu le lieu, qu'est-ce qu'elle en pense du film qu'elle a vu au Delespo. Et pour moi, ça, c'est vraiment une source d'inspiration différente de ce qu'on peut avoir au quotidien. Et ça, on est en train de le perdre. Plus le temps passe, et plus on le perd. En vous écoutant, j'ai une question qui n'était pas prévue, mais je suis sûre que vous allez y répondre. Est-ce que vous pensez que ça signifie que l'ensemblier aura peut-être une capacité supplémentaire par rapport à un décorateur, c'est-à-dire qu'il va exprimer peut-être plus ce qu'est son client, plutôt qu'exprimer ce qu'est son style à lui? Oui, en tout cas, si on doit distinguer les deux, sans finalement qu'il y ait quelque chose de péjoratif au terme de décorateur. Voilà, sans jugement de valeur surtout. Effectivement, en tout cas, je pense que j'ai l'impression qu'il y a une chose qui nous réunit, en tout cas, au moins
tous les quatre, c'est une volonté d'intemporalité et du coup, en fait, d'intemporalité, de singularité, et qui est donc propre à l'ensemblier, et que peut-être dans ce que tu disais, Daniel, peut-être à moins le décorateur, si effectivement, en fait, il ne fait que ce qui lui plaît à lui et qui lui ressemble à lui. Puisque, en fait, je pense qu'on essaye vraiment d'être au-delà des modes, de quelque chose d'éphémère, bien au-delà de ça. Et c'est peut-être ce qui peut distinguer un ensemblier qui va chercher à avoir quelque chose de durable et qui se projette donc dans l'autre et pas effectivement tourné vers lui-même et donc qui serait tourné plutôt vers une mode et un goût du moment, ce qu'on aborde un petit peu, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a aussi ce qui nous relie aujourd'hui. Je me dis, c'est aussi cette sensibilité. En fait, on est passionné d'objets, d'œuvres, tous. Et en fait, les objets, il n'y a rien de plus personnel. C'est ça qui donne une vraie âme, un vrai lieu, enfin une vraie âme à un lieu. J'étais au jour de ma grand-mère ce week-end et en fait, dans sa chambre, elle a pris des objets à elle pour que, en fait, c'était pour qu'elle retrouve son univers chez elle. Donc, en fait, la valeur émotionnelle d'un objet, elle est tellement puissante. Et je pense que du coup, je me dis notre force et ce que cherchent nos clients, c'est notre sensibilité et cette capacité à traduire ça par tous ces petits détails-là qui font un tout et c'est ça qui crée ça. Donc je me dis. Je pense que c'est ça justement qui crée le projet unique et ça nous permet, pour revenir au fait du décorateur, le décorateur parfois ou un architecte, il a un style. Le client va le chercher pour un style. Et je pense que la différence avec l'ensemblier, c'est que vu qu'on s'adapte au client, en tout cas, moi je dis toujours, ensemble avec mon client, on crée un projet unique. Ça veut dire que parfois je travaille avec mes clients en disant, j'ai vu ça, il a vu ça, et ensemble on crée quelque chose. Mais ça nous permet aussi à nous d'avoir un portfolio différent et varié. Et en tout cas, pour mon cas, pas tous mes projets sont pareils. Par exemple, ce qu'on vient de voir sur l'image, c'est un projet que j'ai fait dans le même bâtisse en Toscane. Et dans le même projet, j'ai fait 2 styles complètement différents. Un beaucoup plus contemporain et l'autre, c'était complètement genre maison de famille, classique toscane. Et ça nous permet aussi, en fait, on a une façon d'adaptation auprès du client, mais à la fois, chaque projet, c'est un challenge et c'est une nouveauté. En fait, perso, ça m'amuse de découvrir un nouveau univers chaque fois qu'on a de nouveaux clients qui viennent nous voir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'ensemblier aussi, je pense, ne se met pas vraiment de limite. Enfin, tout va démarrer d'une rencontre, d'un lieu, très justement, parce que le lieu aussi est très très important par rapport à l'histoire que nous souhaitons raconter avec le client. Mais en fait, on n'aime pas être, en tout cas, Eve et moi, et je pense tous les quatre, on se reconnaît là, on suit pas un courant ou une mode. C'est-à-dire qu'on va travailler différemment sur un projet en Méditerranée qu'un projet au fin fond de la Hollande, en bord de mer. En fait, l'atmosphère générale, c'est pour ça, Daniel, tu parlais d'inspiration. L'inspiration vient aussi d'une atmosphère générale qui s'en ressent. On ne va pas faire le même appartement dans le 3e dans Paris que, je ne sais pas, dans le fin fond du 15e. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Et tout ça, c'est pour respecter en fait à la fois le lieu, l'atmosphère, l'habitat et ne pas essayer de faire un décor répété systématiquement. Voilà. Vous avez tous parlé beaucoup des objets, ce qui est logique puisqu'on dit que le talent d'un ensemblier, c'est sa capacité à sélectionner des objets et à les marier. Mais comment trouve-t-on ces objets ? Comment est-ce qu'on identifie les, entre guillemets, merveilles ? Comment ça se passe ? On part d'un objet principal au cours duquel on construit ou comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on les trouve ? Alors, nous, c'est vrai que... Excusez-moi, je ne monopolise pas trop la parole, mais c'est vrai que on a une grosse passion, Eve et moi, pour la Chine. C'est un mot barbare, mais ça s'appelle comme ça, chiner, c'est-à-dire être curieux, ouvrir l'œil. Que ce soit, bien sûr, les brocantes, les marchés d'art ou les salles des ventes, mais pas que. Moi, je peux me balader chez un maraîcher, ça va m'inspirer et je vais vouloir créer un décor à partir d'aubergines. Par exemple, j'ai dit une bêtise, l'aubergine va me donner une couleur à suivre après, un fil conducteur dans un univers. Mais l'objet en soi, proprement dit, les photos qu'on voit passer par exemple, on va partir
d'un lit. Récemment, on a fait un décor avec un lit. Et à partir de là, on va raconter toute une histoire à partir de ce lit rond central dans une pièce. Voilà, c'est le premier objet qu'on va poser au centre du décor qui va nous donner l'inspiration pour tout ce qui va tourner autour. Il va être un axe. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que vous êtes, vous et vos équipes, en permanence alors, au marché aux puces, effectivement dans les brocantes, sur les sites internet. À l'étranger Oui. aussi. Quand ça arrive au plus, c'est un peu trop tard. Mais parce qu'en fait, il y a des gens, il y a quand même de plus en plus les stands, ils ont vraiment une esthétique, ils ont vraiment un lieu, ils ont vraiment une mise en scène. Certes, ça nous aide, mais le travail est déjà fait. Et généralement, les objets sont plus chers aussi. Exact, c'est pour ça aussi, j'allais dire. Mais la réalité, c'est en fait, oui, ça peut être parfois on part dans un objet, ou parfois on doit créer un lieu. Du coup, on imagine ce qu'on veut, et à la fin, on trouve, après 4 mois, que presque le concept design est fini, tout est presque terminé, on trouve l'objet qui va faire la différence, qu'il faut le réadapter dans le lieu. Et ça, c'est encore plus difficile. Moi, ça m'arrivait parfois d'avoir des objets que je commençais, des sièges, ok, on part de ça, mais plus souvent, c'est j'imagine un lieu et après, je commence à chiner, parce qu'il y a aussi une réalité entre le début du projet et le projet après 3 ans. Qu'est-ce qu'on trouve, ce qu'on ne trouve pas. En fait, encore une fois, pour répondre à la question, est-ce que toutes nos équipes ils font ça? Perso, non. On travaille avec des gens qui nous aident à chercher des pièces. Au coup, on donne une idée, on donne un mood et nous alimente au quotidien. Oui, vous avez des sourceurs. Exactement. On a des sourceurs qui nous aident. Moi, là-dessus, effectivement, nous, on a la chance. Enfin, Arnaud a on a un très très bon réseau parce que en B2B, finalement, on est directement avec les marchands. Et après, sur l'objet en lui-même, finalement, comment est-ce qu'on trouve l'objet, comment est-ce qu'on sait que c'est le bon objet, la bonne pièce. Ça, moi, je dirais qu'en fait, il faut se faire vachement confiance. Parce que finalement, la pépite de quelqu'un ne sera pas la pépite de quelqu'un d'autre. Là, je parle pour des objets qui sont des objets, par exemple, du XXe siècle ou avant, et qui ne sont pas des objets signés forcément, donc qui sont destinés à des collectionneurs, où on peut trouver des choses extraordinaires qui ne sont pas forcément des choses signées, qui ont une très très belle facture. Et ça, en fait, il faut juste se dire, est-ce que moi je ressens quelque chose quand je le touche, quand je sens la matière, quand je regarde la ligne, est-ce que quand je regarde la finition, et voilà, ouais, c'est ça. La pépite de quelqu'un sera énormément liée à l'émotion qu'il ressent face à l'objet ou au mobilier qu'il a devant lui. Joséphine, est-ce que ça veut dire que vous avez, vous et peut-être les autres aussi, des stocks, des réservoirs de pépites? Un petit peu, mais là, on manque beaucoup de place. Et donc là, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que pour nos projets, pareil, on commence à être frustré de voir tellement de choses et qu'il ne faut pas attendre que ça soit le tel projet. Et donc là, avec un associé, on est en train de réfléchir du coup à une prochaine destination en ligne où on pourra du coup trouver toutes ces pépites qu'on aura déjà sourcées nous en amont. Donc là, on rentre dans une logique là, pareil, donc de stocker. Et donc en interne, on a 2 personnes qui en permanence sont en veille constante pour tout ce qui est déballage, mais aussi veille internet, les ventes aux enchères, etc. Pour dénicher ces fameuses pépites, parce que c'est un travail de fourmi, ça prend un temps fou, et on fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, et là tout d'un coup on voit cet objet qui nous dit ce que tu disais sur la partie émotion, dire, lui la ligne est différente, ça me rappelle tel souvenir. Là je parle sur la partie en ligne et qui est indescriptible quand on chine pour de vrai, quoi. Mais c'est un travail en permanence constant et qui prend un temps fou. Alors, on dit souvent que la France a comme particularité d'être le pays au monde où il y a peut-être le plus grand stock d'objets d'art, de mobilier, voilà, ou en tout cas un des plus importants. Est-ce que c'est un pays dans lequel, ces dernières années, il y a eu une transformation complète du système
de repérage, ou est-ce que ça reste encore relativement facile de trouver de belles choses? Je pense que ça va commencer à se complexifier parce qu'on voit qu'il y a une grosse tendance quand même sur les objets vintage, avec des nouvelles plateformes qui se créent, etc. Les marques, là comme Sessoun, où il y a d'autres marques de mode aussi maintenant qui se lancent dans des sélections d'objets chinés. Donc je pense que le marché va commencer à être encore plus dense et du coup plus difficile, encore plus à... Disons qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, que ce soit en Europe de manière générale. En France, en fait, on a ce passif, on a l'histoire du mobilier que d'autres pays comme l'Italie, sans vouloir faire de mal à Alessandro ici, mais par exemple, nous qui travaillons beaucoup avec le mobilier 20e, enfin 19e, 20e, pour moi, la source principale restera quand même en Italie aujourd'hui, par rapport à pour rebondir sur ce que disait, par rapport à une qualité de finition, une qualité de fabrication, etc. Quand on va chiner plus en France du mobilier français, on va plutôt, bien sûr, regarder du mobilier 18e, 19e, ce genre de choses. En fait, c'est suivant aussi le projet où on va essayer, suivant l'univers décoratif que l'on veut créer, on va peut-être aller en Hollande, peut-être aller en Belgique, en Italie, en Sicile. Il y a des pépites en Sicile méconnues. Cette petite île magnifique. Nos sources viennent principalement de là-bas parce que c'était un peu plus compliqué au niveau aussi logistique, acheminement pour la France. Donc l'Espagne est méconnue, mais l'Espagne en création 20e, c'est quelque chose de fou. Ça ressurgit un tout petit peu ces dernières années, mais c'est aussi trouver ce qui a fait la force de ODA, surtout à la grande époque où on était à Paul Bert, c'est de montrer des mobiliers qui n'étaient pas forcément mainstream, mais qui étaient très bien fabriqués, qui avaient du caractère. Qui avaient du caractère. Il n'y avait peut-être pas forcément derrière un architecte, un designer réputé mondialement, mais il y avait un fabricant. Et c'est ce que faisait Roche-Beaubois dans les années 60-70. La qualité de fabrication des meubles de Roche était extraordinaire en France. Dernière question. Ça fait quasiment un siècle qu'il y a eu l'âge d'or des ensembliers, des années 20, années 30. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les ensembliers ont de l'avenir ? Si oui, pourquoi ? Et est-ce que vous pensez que ça va rester une spécificité française ? Que le reste du monde va nous envier, comme il a pu nous envier les grands noms de l'époque, à commencer par un Jean-Michel Franck ? Je pense que la preuve qu'on est là, du coup, j'espère que ça va rester. Franchement, je pense que ça restera parquet français. Parce que de plus en plus, je trouve que les autres marchés aussi se ouvrent à l'intérêt vintage, à tout ce qui est déco. Du coup, je pense que dans quelques années, ça va ouvrir. Et surtout qu'aujourd'hui, le nom assemblier, pour moi, ça a un autre nom. C'est plutôt directeur créatif, comme j'ai dit au début. On n'utilise pas ces mots, parce que déjà, c'est un nom extrêmement français, c'est pas un nom anglophone. Il n'y a pas de traduction en anglais. Voilà, il n'y a pas de traduction. Du coup, les gens ne comprennent pas non plus qu'est-ce qu'on fait. Du coup, les gens utilisent le nom directeur créatif. Mais pour moi, ça reste, et j'ai remarqué aussi qu'il y a des écoles qui donnent des cours pour devenir assemblier. Et ils l'appellent justement avec ce nom, parce que je pense que c'est vraiment un bon complément du décorateur ou de l'architecte. Et je pense que dans l'avenir, il y aura dans les studios d'architecture, même les plus grands, un rôle d'assemblier qui sera en parallèle avec le rôle de la décorateur, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une vision 360 et qu'il arrive à faire passer un message et à créer une ambiance dans tous les détails possibles, imaginables. Ouais, moi, je suis assez convaincue aussi que c'est quelque chose qui va perdurer, qui va même en fait se développer. Et je pense qu'on est dans une période finalement un petit peu charnière où, comme c'est un renouvellement de cycle, où on sort un petit peu de l'aspect justement tout fonctionnel, avec une production en série, pour des questions de durabilité aussi, d'environnement, de choses comme ça. Donc, où on va peut-être vouloir revenir beaucoup à ce qui fait justement la caractéristique d'un ensemblier, c'est-à-dire la pièce unique, le savoir-faire, le sur-mesure. Donc, et quelque chose qui a des valeurs de durabilité qui correspondent un peu mieux à notre époque aussi. Et je pense aussi que
Il y a une forme dans l'aspect ensemblier de notre métier, de très grand réconfort visuel aussi, et qui est réel, et qui, finalement, on vit une période qui parfois est un peu morose, qui est un peu austère, et je pense qu'on a tous beaucoup besoin de cette forme de réconfort aussi. Oui, réconfort visuel et émotionnel. Et on parlait beaucoup de rencontres ensemble, je trouve. Et cette histoire de rencontres, quand on reprend la jeunesse sur ensemblier, il y a le mot ensemble, donc ensemble avec le client, ensemble avec toutes les personnes qui participent à un projet, parce que c'est le tapissier, l'ébéniste, le menuisier, le peintre décorateur. Il y a tellement de personnes qui interviennent dans un projet. Et donc cette notion d'ensemble, de collaboration, il y a un vrai retour à ça, je pense, du coup, qui s'inscrit dans les prochaines indés, qui va vraiment s'inscrire, je pense, sur cette... Merci infiniment. Il reste 3 minutes 47 précisément. Est-ce que vous avez des questions? On a peut-être le temps pour une question. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question? Non. Bon, ça veut dire que vous avez été merveilleusement clair. Alors moi, j'en ai encore une dernière. Est-ce qu'il y a une typologie de clients qui fait appel à vous? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier, ceux qui font appel à vous? Moi, j'ai toujours que mes clients, ça doit être un match. Genre, c'est, je ne peux pas dire résidentiel ou hôtelier, mais c'est quand même des clients qui ont envie de créer un lieu unique qui lui ressemble et qui sont prêts, ils ont quand même un goût, ils ont quand même des noms à barrer, et ensemble, ils ont besoin seulement d'avoir une vision externe pour créer un lieu. Pour ODA, nous, on n'a pas un marqueur classique. On est aussi, enfin, je dirais qu'on est à l'aise avec tout type de clients. On travaille pour des gens de la mode, on travaille pour des gens, enfin, pour des... On crée du décor, ouais, pour des grandes marques. On a du tertiaire, on a du résidentiel, et on n'a pas quand même, je trouve que ce qui caractérise un peu nos clients, je dirais, c'est une très forte personnalité. On a des clients qui sont très forte personnalité. Voilà. Je pense que ça, quand tu fais appel à l'assemblée, tu dois avoir une personnalité, tu dois avoir un goût. Sinon, tu peux pas. Sinon, tu arrives avec tes cartes blanches, mais avec une carte blanche, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, je dirais que nos clients, ils ont aussi la volonté, comme nous, de vouloir un peu disrupter leur marché à eux. Je pense à Iconic House, c'était vraiment les premiers à créer ce concept-là, qu'on a accompagné depuis le début. Là, on travaille pour une compagnie d'expédition polaire, une sorte de mini Ponant, et avec, pareil, l'envie de vraiment disrupter leur marché. Et donc, nous, on change totalement les codes de chacune de leurs disciplines. Ça, c'est pour les projets plus... public. Donc c'est cette envie de ne pas faire comme tout le monde, de faire des choses différentes et d'avoir une approche collaborative. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous demain. Il y a encore toute une série de talks qui ont lieu. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence sur le retour des ensembliers.